Donc, en étudiant tous ces cas d'études, on voit que ces dernières années, eh ben, tant le public que les militaires sont fascinés par cette idée de cyberguerre. Elle est présente. Je vous ai cité l'invasion russe de la Géorgie, l'emploi de Stuxnet, de Doku, les pauvres exilés tibétains qui sont piratés par GhostNet, le réseau international de cyberespionnage, Shadow Network. On voit que on a une conjonction en fait de facteurs, une mosaïque d'événements qui décrivent le même phénomène, la cyberguerre. Donc la cyberguerre, ça touche l'information, puisqu'on peut faire de la guerre de l'information, on peut faire de la propagande de guerre. Ça déjoue les sécurités des réseaux informatiques et on voit que c'est une vision beaucoup plus large en fait du sujet, hein. La cyberguerre, ça peut être aussi vu d'un point de vue politique de haut niveau. On va parler des responsabilités juridiques, des effets sur les relations internationales. Ok? Je vous cite un exemple. Tu me détruis mon serveur. Ok? Tu viens sur mon sol et tu viens défoncer mon serveur à coups de marteau. Je sais que tu viens de faire un acte de guerre. Si tu défonces mon serveur à distance, à partir de ton pays, pire, si tu le défonces pas, tu le détruis pas en fait. Tu fais juste que le ralentir, l'altérer. Quand je tape un M, ça devient un L sur mon clavier. Qu'est-ce que dit le droit international? Il est incapable de statuer. On rentre dans la fameuse zone grise. Cette zone grise, qu'est-ce que je fais? Si je suis intelligent, je vais pas détruire tes infrastructures. Je vais détruire ton économie. Ok? Si ta centrifugeuse, eh ben, au lieu de tourner à 1800 tours, elle tourne qu'à 800 tours, et que t'arrives pas à enrichir ton uranium pour faire ta bombe nucléaire, eh ben, écoute, je t'ai pas clairement niqué la gueule, je te baise dans le dos. Et là, eh ben, c'est la magie qui commence à s'opérer. On voit que ça crée des tensions au niveau international. Pourtant, au niveau juridique, au niveau du cadre légal, entre les États-nations, eh ben, il se passe rien. Parce qu'on n'a pas statué, on n'a pas défini encore ce qu'était la cyberguerre, ses conséquences, ses circonstances. Et malheureusement, vous savez que ça peut entraîner un conflit entre les États-nations, des acteurs non étatiques, car les deux sont engagés dans ces opérations. Ok? Donc la cyberguerre, c'est une forme opaque d'opérer des opérations militaires sur un théâtre d'opération extérieur, sans euh, montrer clairement qu'on est présent. On peut faire de la guerre de l'information, modifier l'information, marginaliser l'importance de son implication dans une cyberguerre. C'est à la fois politique, c'est à la fois informationnel, c'est à la fois militaire. Donc le but dans cet exercice, eh ben, c'est de s'efforcer de voir les évidences en fait, bah, depuis Snowden, je vous le répète, vous êtes plus dupes que les États-nations et des acteurs non étatiques sont engagés dans ces opérations. Ok? Donc, bah, le but, ça sera de comprendre ces évidences, voir les aspects militaires, sociologiques et scientifiques de la cyberguerre. Il s'avère que tous ces facteurs, en fait, affectent considérablement la manière dont la cyberguerre est menée, hein. Aucune des publications existantes n'explore de manière adéquate la cyberguerre de cette manière. Donc on va creuser. Je vais vous parler de l'Académie militaire de West Point. West Point, fondateur de la G4G, de la guerre informationnelle, G4G, guerre de quatrième génération. Ok? Mise en place de sock puppets, de faux comptes, de trolls. Ok? Bien avant, on parle tout le temps des Russes. Ok? C'est une doctrine qui vient de l'OTAN.
Ok, rendons à César ce qui est à César, voulez-vous. Donc, à tout moment, à toute époque, eh ben oui, il y a eu des guerres informationnelles. Napoléon lui-même disait l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ok? En effet, bah, quand vous êtes vaincu, euh, on vous laisse que très peu de marge de liberté pour vous exprimer et pour raconter ce qui s'est passé. Ok? Donc on va voir un petit peu bah, différentes batailles, différentes guerres historiques au travers des systèmes d'armes, comme on les appelle dans le secteur militaire, pardon. On va voir les principales actions du cyberconflit, dans quelles circonstances et dans quel cas d'étude, eh ben, euh, on peut les, les détailler, hein, en se basant sur des sources ouvertes. En particulier, on a un paquet, hein, on a pléthore de rapports de sociétés de sécurité informatique, on a des journaux universitaires, des articles de conférences et des rapports qui sont présents dans les médias. Ok? Donc la cyberguerre, elle est intrinsèquement liée à l'évolution de la science et de la technologie, hein. On a inclus des expériences scientifiques dans nos cas d'études et je vous parlerai de Robin Sage ou de l'Aurora. Ok? On verra plus tard. Mais on va parler des Black Projects, ok? Ces projets top secrets de l'armée qui vous font passer des avions furtifs en soucoupe volante. Et pourquoi les gens croient aux soucoupes volantes? Parce qu'il y a de la désinformation qui est volontairement faite par le secteur militaire pour couvrir leurs opérations. Et les gens, bah, sont naïfs, les gens veulent croire que ils ont le droit, ils sont en démocratie en fait, hein. Je vous citerai une phrase d'un des directeurs de la CIA, William Casey, ok, qui disait notre programme de désinformation sera terminé quand on saura, pardon, que tout ce que croit le public américain est faux. Ok, ça devrait vous faire réfléchir sur l'ampleur des manipulations informationnelles et, eh ben, la manipulation de l'information, c'est une section de la guerre cybernétique, de la cyberguerre. Ok? Donc on va creuser. Mais comprendre ce style militaire de la cybersécurité. Je vous ai dit quand vous faites du hacking, il y a une part de militarisation. On parle de weaponized en anglais. On va militariser la technologie. Ok? Donc, on va essayer de déterminer les implications militaires, sociologiques, politiques de diverses études que nous avons à disposition. Je me baserai sur l'open source. Ok? Encore une fois, tout ça est issu de mes recherches en renseignement source ouverte. Ok? Et on va voir comment tout ça peut être mis au profit du cyberespionnage et à la collecte de renseignements qui joue, un rôle clé dans les cyberopérations. Donc, les Anonymous. On va voir aussi l'implication en fait, hein, je vous ai dit, il y a des structures étatiques et des structures non étatiques. Le célèbre groupe LOLSEC ou Anonymous. Il va falloir en parler en termes sociologiques, discuter de l'interaction entre la cyberguerre et les réseaux sociaux, hein. La politique aussi, hein, c'est un autre fil conducteur. Les États-nations, les acteurs non étatiques emploient des opérations, comme je vous le disais, qui passent clairement par un processus de prise de décision avant d'employer de telles attaques. Donc ça rentre vraiment particulièrement en jeu lorsque nous explorons, pardon, comment bah, on est en plein dedans. Israël, le Hamas, le Hezbollah utilisent les cyberattaques pour augmenter leur opération d'information et leur implication sur l'opinion mondiale. La guerre de l'information. On en revient à ça. Mais la politique est également importante, en fait, en ce qui concerne le développement chinois d'une cyberstratégie nationale dans les années 90, ok? Et qui s'est surtout manifestée vers l'an 2000. Je vous cite toujours deux généraux de l'armée. C'est un des plus grands bouquins en termes de stratégie militaire que j'ai pu lire. Ça s'appelle La guerre. euh, Merde.
Donc en fait, c'est une des plus grandes doctrines et un des plus grands bouquins qui m'a fait réagir. Et j'ai compris, en fait, les Chinois sont brillants là-dedans. On en revient à Sun Tzu. Ça s'appelle la guerre hors limite. C'est ce que je vous disais dans mes vidéos sur le renseignement. Il n'y a plus aucune limite, tant en termes d'espace que de moyens utilisés. Et le pire, et c'est effrayant pour nous civils, ok, c'est qu'on est en train d'utiliser des techniques militaires pour manipuler les gens, pour manipuler les cerveaux, pour manipuler leur vie, et c'est en train de passer dans le secteur civil, ok? Puisque je vous ai toujours dit, c'est bien de connaître les tenants et les aboutissants, mais toujours garder un regard critique. On est en train d'utiliser des techniques militaires pour manipuler l'opinion publique. Et ça se fait pas dans des dictatures, ça se fait dans des démocraties. Je vous laisse méditer là-dessus, quelques secondes, le temps que je reprenne mon souffle et que je bois mon petit café. Donc, il va falloir voir trois grandes parties. La première partie que je suis en train de vous explorer, eh ben, vous décrire, pardon, on va explorer les cyberattaques en fait, hein, qui sont utilisées pour atteindre des objectifs politiques. Cela comprend le soutien aux opérations militaires conventionnelles, en particulier en tant que composante de la guerre de l'information. Un autre domaine dans lequel nous explorerons les cyberattaques à motivation politique, certes, et aussi celui des conflits internes. Par exemple, lorsqu'un État prend des mesures contre ses propres dissidents. Ok? On peut citer les Ouïghours, on peut citer les Tibétains, il y en a un paquet. Dans certains cas, des organisations de pirates informatiques de grande taille et qui ont une capacité d'action et des motivations à considération politique vont diriger ce qu'on appelle des cybermanœuvres, en fait, hein, en pleine connaissance du gouvernement. Ils vont pas s'en cacher et ils vont utiliser encore une fois une technique qu'on utilise dans le renseignement qui s'appelle le déni plausible, plausible deniability. C'est-à-dire que tu penses que moi je t'ai fait une saloperie, mais tu ne peux pas le prouver. À partir de là, plutôt que dire oui, c'est moi, je vais dire non, non, j'ai jamais fait ça. Ok? Et comme parfois j'utilise d'autres États, d'autres services de renseignement ou des proxys, on en revient à la guerre de procuration qui est effectuée dans des guerres asymétriques, comme on peut utiliser des proxys informatiques pour mener des cyberattaques, on va utiliser des proxys des États-nations, des groupes terroristes pour faire des choses malveillantes à notre place. Ok? Je vous laisse aussi méditer à l'implication que ça peut susciter. Je vous redirige vers Gladio, Gladio A, Gladio B. Je vous redirige vers les réseaux STBN pendant la guerre froide, hein, qui ont fomenté des actions, des groupes terroristes, qui ont armé des groupes terroristes pour qu'il y ait des actions sur notre sol. Ok? C'est pas des théories du complot. Il faut juste se renseigner, il faut juste pas être naïf, en fait. Ok? Donc, pensez aux vagues d'attentats qu'on a eues depuis quasiment un siècle, qui finance les groupes terroristes, qui arme les groupes terroristes, qui se sert des groupes terroristes pour parvenir à leur fin. Certains États-nations le font, sans aucune hésitation. Ok? Et c'est pas forcément des dictatures. Encore une fois, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ce que je viens de vous dire. Donc, la cyberattaque, eh ben, c'est une attaque lancée en utilisant un système informatique comme un autre, en fait, hein, dans le cadre d'une opération de guerre, de cyberguerre. Ensuite, il faudra absolument qu'on aborde le sujet du cyberespionnage, de la cyberexploitation, hein. Encore une fois, on utilise ces termes. euh, Exploitation des réseaux informatiques, c'est ce qu'on dit d'habitude. En anglais, on appelle ça une CNE, donc CNE, afin de mettre en évidence l'implication nouvellement apparue de ces problèmes. C'est tout récent, hein, comme je vous disais, ça a 40 ans, 50 ans grand maximum, et dans la tête du grand public, ça fait 10 ans qu'on parle de ces problématiques. Donc, il va falloir considérer le cyberespionnage, la cyberexploitation comme des tentatives de voler quoi? Des données. À partir de quoi? Eh ben, des informations cibles. Ok? Des cibles. On va pénétrer des SI, des systèmes d'information, et on va venir récupérer ce qu'on a besoin. Pourquoi? Pour faire de l'espionnage
informatique, pour faire de l'espionnage économique, pour faire de l'espionnage technologique. On va se servir de la technologie de l'adversaire et plutôt que développer nous-mêmes des programmes militaires qui vont nous coûter des milliards, eh ben on va venir voler la technologie. C'était le cas pendant la guerre froide avec l'Union soviétique et c'est aujourd'hui le cas avec la Chine dans toutes ses actions de cyber-espionnage. Ok? Mais on voit que ça va au-delà. Je vous ai parlé tout à l'heure du piratage, de véhicules aériens sans pilote. Je vous ai dit, on a eu le top du top des drones furtifs qui s'est fait pirater et qui a atterri en Iran. Vous savez pourquoi c'est arrivé? Je vais vous le dire. Bah, en fait, quand vous chiffrez les communications, ça induit des temps de latence. Je vous ai toujours dit, hein, en cryptanalyse, en cracking et tout ça, je vous ai dit, plus vous introduisez des algorithmes de chiffrement, plus ça demande de la puissance de calcul. Puissance de calcul qui se répercute en temps, d'action. C'est-à-dire que ça va engendrer de la latence. Les drones sont contrôlés via des satellites, une partie par la fibre optique, une autre partie par des satellites. Si vous mettez du chiffrement, eh ben, ça introduit de la latence. Quand vous contrôlez un drone, le dernier truc que vous voulez, c'est de la latence. C'est-à-dire que le pilote qui est en Allemagne, qui va contrôler le drone, quand il va lui dire de monter, de descendre, eh ben, il va falloir attendre 300, 400, 600, 900, une demi-seconde, 900 millisecondes, hein, avant que le drone réagisse. Donc l'armée américaine a dit non, 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 on chiffre pas nos drones, les communications. Le problème, c'est qu'ils ont réussi à intercepter les communications qui étaient non chiffrées, et à partir de là, eh ben, ils ont réussi à détourner, falsifier les GPS, ok, le Global Positioning Satellite des Américains, et ils ont détourné le véhicule. Pourquoi? Parce qu'on avait décidé de ne pas chiffrer les communications. On en revient aujourd'hui à ce que je vous disais sur notre anonymat, sur la défense de nos droits civiques en tant que démocratie aussi. Est-ce qu'on a le droit de chiffrer ou, comme on veut nous le faire croire, bientôt chiffrer ces données, eh ben ça deviendra un crime. Troisième partie de l'exposé, il faudra parler de l'utilisation des cyberopérations, pour attaquer divers types d'infrastructures physiques. Je vous ai dit, on merge, on fusionne l'espace et le cyberespace. Ces opérations, elles visent à causer des dommages dans le monde physique, avec quelques lignes de code. Certes, elles sont initiées sur un système informatique, mais elles peuvent détruire barrages, centrales, réseaux électriques, etc., etc. Ok? Stuxnet en est le meilleur exemple. Donc voilà, ces 3 vidéos étaient l'introduction à la cyberguerre. Vous devez revoir vos schémas de pensée, structurer votre pensée, comprendre comment pensent, hein, les praticiens militaires, les décideurs politiques, les historiens qui ont travaillé là-dessus pour comprendre vraiment ce nouveau phénomène. Le but, moi, de ces précédentes vidéos, je pense faire une série de 50 vidéos, puisque le sujet est extrêmement complexe. Je me base sur un livre qui fait 400 pages, un autre livre qui fait 600 pages, et j'ai pas envie de survoler le sujet, puisque c'est ce qui nous attend demain. Ok? C'est votre avenir, c'est l'avenir de vos enfants, c'est l'avenir de vos petits-enfants. Donc on va développer cette théorie, on va essayer de comprendre les gens. La prochaine vidéo, ça sera quoi? Eh ben, ça sera la cyberguerre. Je l'intitule Ici et maintenant. Comprendre les origines de la cyberguerre, comment elle se structure, quels sont ses objectifs, est-ce que c'est une menace vraiment crédible et concrètement, c'est quoi la cyberguerre? Ça, c'était que mon introduction. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.